séminaire 11, Lacan, nous et le réel. Oui, non. Lacan, nous et le réel. Lacan, nous et le réel, 11e séance. Pour cette séance, je suis parti d'une scène de film. C'est dans La ruée de l'or, La ruée vers l'or. Ruée de l'or ou ruée vers l'or? Ruée vers l'or de Charlie Chaplin. Tu devrais tout refaire. Je crois que ce sera bien. Sinon, il y a du montage. Montre-nous, toi. Bon, attends, je vais te montrer mes talents d'acteur. Hein. Parce que je fais l'acteur. Ouais, il faut que je me souvienne que je suis un très bon acteur. Ça tourne là ou pas? Oui, mais il débutera où il voudra. Il va me maudire. Bon. Lacan, nous et le réel, 11e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Pour cette séance, je suis parti d'une scène de La ruée vers l'or de Chaplin, où, perdu dans le blizzard, il sort de sa poche un papier et il le tourne. Il s'agit en fait des 4 points cardinaux. Évidemment, cette scène-là, qui paraît absurde et totalement surréaliste, lui permet de s'orienter. Eh bien, ce que je propose, c'est, dans ces moments de désorientation qui sont les nôtres, d'utiliser les 4 discours de Lacan, justement, comme notre boussole, qui nous permet, justement, en tournant à chaque fois d'un quart de tour, puisqu'il y a 4 places et 4 éléments qui viennent occuper la place, et donc les changements, les rotations se font toujours d'un quart de tour, d'essayer de nous y retrouver un peu dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Chez Lacan, tout en étant dans la sympathie avec l'idée de subversion, mais ne pouvant pas épouser directement la cause politicienne telle qu'elle était représentée avec les mots qui étaient charriés dans cette tentative-là de critiquer le pouvoir et d'en mettre à nouveau à la place, lui a essayé de formuler ça avec cette théorie des discours. Parce que il répondait aussi, mais ça je crois que j'en ai déjà parlé lorsque j'ai abordé le discours capitaliste, c'est que c'est effectivement là et nulle part ailleurs que ça se passe dans le discours. Ça ne se passe pas dans la rue, ça ne se passe pas dans les cabinets ministériels, ça ne se passe pas dans les universités, dans les amphithéâtres, ça se passe dans le discours. Voilà. Et je crois que là, compte tenu de ce qui vient de se passer, notamment avec la dérive prise par Jacques-Alain Miller et le CF, qui maintenant, justement, a complètement abandonné cette idée de discours pour souscrire au discours dominant, c'est-à-dire le discours des semblants installés et institutionnels. Je pense qu'il faut revenir un peu sur ces notions de discours-là, parce que c'est ce qu'il y a de plus, justement, paradoxalement concret pour nous. C'est-à-dire que quand vous prononcez des mots, ou quand vous entendez certains mots prononcés, et certaines articulations signifiantes, vous pouvez immédiatement localiser le discours d'où elles proviennent.
Donc ça peut servir, bien sûr, ça sert essentiellement dans l'analyse, mais pas seulement dans l'analyse, c'est-à-dire dans l'aspect thérapeutique de l'analyse, mais aussi dans la vie de tous les jours. Quand vous entendez, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui parle de islamophobe ou homophobe, par exemple, vous savez à quel discours ça appartient. Ça, c'est le discours de la novlangue, et donc c'est un discours qui procède par des jeux d'opposition qui n'ont pas de cours pour le sujet. C'est-à-dire les articulations ne passent pas par là. La ligne de séparation ne passe pas par là. Donc, ça vous permet d'identifier justement tout ce qui est factice, tout ce qui est faux dans le discours ambiant. Et aujourd'hui, par exemple, en France, puisqu'on a axé ces derniers séminaires aussi sur un certain rapport avec l'actualité, il y a un nouveau président qui a été élu. Et donc, ce président-là, il a une certaine subjectivité, mais les discours, c'est ce qu'il y a déjà en place. Et qu'est-ce qu'il peut faire, lui, qui qu'il soit? Je ne le connais pas, je n'ai pas vraiment, je ne l'ai jamais revu directement, indépendamment de son image médiatique. J'ai entendu quelques mots de lui, mais ça ne suffit pas. Donc, même s'il a une subjectivité très développée et on le présente comme quelqu'un de brillant, est-ce qu'il peut faire quelque chose face à la prégnance des discours en cours? Donc, les discours chez Lacan, bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui sert à s'exprimer, c'est-à-dire d'un point de vue subjectif, et encore moins quelque chose qui sert à communiquer, c'est-à-dire intersubjectif. C'est quelque chose plutôt qui est un mécanisme qui fonctionne très bien parce qu'il met en place une logique, la logique dont le par-l'être que nous sommes, c'est-à-dire le corps parlant que nous sommes, va obéir à certaines règles définies par des relations logiques qui sont contenues dans les schémas qu'il a mis en place, qu'il appelle mes petits bidules, mais qui, en vérité, il les prend très au sérieux parce que ça marche très très bien. Et ça définit notre rapport à la jouissance. Donc, c'est en ça où les discours sont extrêmement pertinents pour essayer de s'y retrouver un peu et d'y voir un peu plus clair dans le contexte actuel. Parce que les discours, en fait, déploient une logique que les interventions de parole strictement personnelles ne peuvent pas modifier ni invalider. Il y a dans les discours quelque chose qui domine. C'est pour ça que Lacan parle d'un discours sans parole, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas besoin d'être parlé parce que ça fonctionne tout seul. Donc, je reprends le schéma. Et donc, je vous rappelle qu'il y a donc 4 discours. Bon, le discours capitaliste n'est pas considéré comme un discours à part entière car il ne fait pas lien social, mais les 4 autres discours, en fait, sont... Alors, il y en a 4, on l'a déjà vu. Hein, je vais essayer de ne pas redire ce que j'ai déjà dit, mais il y en a 4 parce qu'il y a 4 points cardinaux, justement, c'est pour ça, et qu'il y a 4 points qui peuvent être chacun interdéfinis dans la plus grande distance des uns aux autres, mais surtout, donc, ces 4 discours représentent 4 places qui sont à différencier de ce qui vient occuper les places. Donc, les 4 places sont en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche et en bas à droite. La relation principale dans chacun des
des discours, là, elle est marquée par la flèche d'orientation entre la gauche et la droite. Et ce qu'on n'analyse pas assez souvent, c'est la relation de subordination qu'il y a entre la gauche et la droite. Parce que la flèche va de là à là et elle implique que dans le discours du maître, qui est le discours premier, il y a une préséance du signifiant 1 sur le signifiant 2. Ça, je vous dis ça maintenant parce que ça va nous être très utile tout à l'heure pour parler du discours universitaire. Donc, ça veut dire que, comme le 1 prime sur le 2, la place en haut à gauche prime sur la place en haut à droite. Or, quand on se retrouve ici dans le discours universitaire, parce qu'aujourd'hui on peut dire que notre société, le monde dans lequel on vit, il est quasiment intégralement dominé par le discours universitaire. C'est-à-dire que le discours universitaire, on va le voir, c'est une perversion du discours du maître, et on va voir pourquoi c'est une perversion et pourquoi Lacan est allé jusqu'à inventer ce discours capitaliste qui justement tourne en rond et sort de la matrice des 4 discours. Donc on peut dire que dans le discours du maître, vous vous souvenez, donc S1 c'est ce qu'on appelle le signifiant maître et S2 c'est ce que Lacan appelle le savoir. Du moment que S1 prime sur S2, ça veut dire que, mais plutôt que S1 prime sur S2, ça c'est le discours du maître. En gros, le discours du maître, ça veut dire que c'est comme ça parce que je vous le dis. C'est-à-dire qu'il y a l'énonciation, l'engagement du corps du maître qui dit c'est comme ça. Mais il y a aussi la place ici, en haut à gauche, qui prédétermine par sa puissance et sa relation de domination sur la subordination qu'elle va imposer à la place du savoir. Donc le savoir ne peut être qu'un savoir conditionné. Conditionné par le S1, c'est-à-dire le signifiant maître, mais aussi par la place. Or, aujourd'hui, le discours de l'universitaire, non, le discours universitaire. D'ailleurs, il y a une erreur là, parce que justement, Lacan appelle le discours du maître, le discours de l'hystérique, le discours de l'analyste et le discours du capitaliste, mais celui-là, il l'appelle le discours universitaire et pas le discours de l'université. Parce que justement, il lui ôte ce qu'il essaye de faire oublier et de refouler. C'est-à-dire que c'est le discours de personne et que c'est pour ça que c'est potentiellement le discours de tout le monde. Parce que le savoir ici, qui est placé en position d'agent, c'est-à-dire la position dominante, en fait, il est toujours conditionné. Mais là, le conditionnement a été refoulé sous la barre. C'est-à-dire qu'en fait, on ne le voit plus, le S1. Mais aujourd'hui, c'est ce à quoi on assiste massivement. C'est-à-dire que dès qu'on parle, on parle au nom d'un savoir qui arrive à faire oublier qu'il n'y a pas de savoir qui ne soit conditionné par quelque chose qui le conditionne. Ce quelque chose qui le conditionne, en fait, puisque ici, on a du savoir, et ici, donc le savoir est en position d'agence, c'est-à-dire en position d'influer sur le monde entier, sur tout ce qu'on appelle le monde. Hein. Le monde, c'est ça, hein, c'est objet petit a. C'est-à-dire ce qu'on appelle le monde, l'objectivité, etc. C'est que
Ce n'est en fait qu'un objet petit a. Il n'y a rien d'autre là-dessus. Donc toute la supercherie du discours de l'université aujourd'hui, c'est sur ça que je voudrais insister. Elle est basée sur le fait que la relation du savoir lui-même à ce qui la détermine et ce qui la conditionne n'apparaît plus. Donc si on pousse la logique un peu loin, c'est ça l'idée que j'avais, c'est que effectivement, en fait, tout a déjà eu lieu. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le socialisme, etc., c'est déjà là, puisque c'est le savoir, c'est les esclaves. Si Lacan lui-même, dans son séminaire L'envers de la psychanalyse, fait souvent appel à Hegel, notamment dans la lecture qu'en donne Koyev, c'est pour revenir sur le fait que le signifiant maître a besoin d'un signifiant esclave. Et ce signifiant esclave, c'est le savoir. Parce que c'est le savoir-faire de l'esclave. C'est-à-dire que le maître, dans la lecture qu'en donne Hegel, c'est ça qui est très intéressant, c'est que quand Hegel dit il n'y a pas de héros pour son valet de chambre. Évidemment, si on entend cette phrase un peu rapidement, on entend juste il n'y a pas de héros, parce que le valet de chambre, lui, sait bien, il voit au quotidien que ce n'est pas un héros. Mais lire cette phrase jusqu'au bout présuppose d'aller jusqu'au point final et de dire il n'y a pas de héros pour lui parce qu'il est valet de chambre. Donc pour lui, il ne peut pas y avoir de héros. Et en fait, ce que la lecture que donne Koyev de Hegel, et que va reprendre Lacan, c'est que bien sûr, le maître a besoin qu'il y ait un esclave pour reconnaître sa maîtrise. C'est-à-dire, d'une certaine manière, le signifiant 1 et le signifiant 2 sont toujours liés. Il faut qu'il y ait un esclave pour reconnaître le maître. Le maître ne fonctionne pas tout seul. Donc là, on est évidemment sur le chemin de la servitude volontaire, hein, de la Boétie. Mais on va voir comment ça se place dans les discours. C'est-à-dire que par rapport à cette figure du maître qui, lui, emploie le discours du maître et engage son sujet de l'énonciation en disant « c'est comme ça parce que je le dis, donc j'en réponds ». Et en répondant, je suis capable d'y mettre ma peau, hein, pour répondre de ça. Donc le maître est dupe qu'au-dessus de lui, il y a quelque chose qui l'esclavagise, en quelque sorte. Mais l'esclave, lui, il est dupe parce que, pensant qu'il va pouvoir ruser avec le maître, c'est-à-dire, il va pouvoir se jouer de lui, en quelque sorte, il se lie d'autant plus au maître. Et donc, la fin des maîtres a eu lieu il y a déjà très très longtemps, hein, avec l'industrialisation et la déresponsabilisation, etc. Aujourd'hui, on assiste essentiellement à un monde d'esclaves qui prennent toutes les décisions. C'est-à-dire, là, on est vraiment dans le discours universitaire qui est un discours absolument d'esclaves. C'est-à-dire un discours asservi et qui ne reconnaît pas son asservissement. Et donc, par exemple, aujourd'hui, un exemple très simple, là, il y a eu, paraît-il, un cas de décès par rougeole dans un pays européen, etc. Immédiatement, les gouvernements, dont le gouvernement français récent, tout de suite, bon, on va ordonner 11 vaccins obligatoires. Ça, c'est typiquement de la logique universitaire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une logique d'esclave. C'est-à-dire, l'esclave, c'est d'être entièrement dépendant des signifiants communs de la société. Donc, dans la lecture que je voudrais donner aujourd'hui de ces 4 discours, là où je voudrais insister, c'est sur le fait que le monde d'aujourd'hui est massivement dominé par ça, c'est-à-dire ce schéma-là. Ça veut dire un savoir
qui se voudrait purement objectif, entre guillemets, c'est-à-dire qui puisse être communiqué comme on se fait passer des petits cadeaux bien enveloppés dont on peut se saisir du contenu sans que ce contenu n'ait été affecté ni par celui qui le dispense ni par celui qui le reçoit. C'est ça toute l'escroquerie de la communication. C'est-à-dire que du moment qu'il y a deux termes, en fait, celui qui est à l'origine et celui qui est à la réception, en fait, tous deux vont modifier le contenu. C'est ça la rigueur logique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer justement un savoir absolument neutre comme aujourd'hui les scientifiques le réclament ou les gens du marketing ou je ne sais quoi. C'est-à-dire un savoir absolument neutre au nom duquel eh bien, tout le monde doit se plier. Et c'est exactement ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez avoir des considérations comme les études ont montré, les scientifiques ont prouvé, etc. Quand, là, par exemple, quand j'ai vu que la plupart de mes contacts prenaient la position d'être pro-vaccination, c'est-à-dire de ne pas remettre en cause la décision de la ministre de prévoir 11 vaccinations pour les enfants à venir, là, j'ai réagi et j'ai écrit quelque chose, et j'ai écrit sous la forme d'une provocation. En fait, il y a 3 vaccins obligatoires et seule l'émergence du vaccin tant attendu, le vaccin contre la connerie, nécessiterait une urgence de se rajouter à ces 3 vaccins. Là, j'ai eu des gens quand même qui m'ont écrit, qui m'ont dit: est-ce que vous êtes spécialiste? Aujourd'hui, en fait, la position d'autorité, la position justement du maître qui n'est pas un maître, c'est le spécialiste, c'est l'expert. Parce que le paradoxe, c'est que ce spécialiste et cet expert vont parler au nom d'un savoir qui occupe cette place-là, c'est-à-dire la place de l'agent, comme s'il était possible qu'il y ait un savoir neutre capable de gouverner et de diligenter tout le monde. Alors, qu'est-ce qui est refoulé dans l'histoire? Eh bien, c'est le signifiant maître. Ici, il apparaît plus évident puisque le maître est censé l'incarner et donc on dira c'est le corps du maître, c'est lui qui parle. Ici, il n'y est plus, il a disparu. Mais comme on sait que S2 c'est le savoir, qu'est-ce que S1 alors? La vérité. Puisque aucun savoir ne peut venir au bout de la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la vérité de la castration. Ça veut dire que c'est cette vérité qui touche au réel et qui est que la psychanalyse, en fait, c'est un véritable universel parce que sa vérité touche au réel de la castration, qui est que il n'y a pas de rapport sexuel. Il n'y a pas de rapport sexuel, ça veut dire que il n'y a pas chez l'autre ma part manquante. Donc, pour accéder à la parole qui dit mon désir, je suis obligé de passer par la vérité. La vérité va venir mettre un coin dans le savoir, et c'est pour ça qu'il n'y a aucun savoir qui puisse venir à bout de la vérité. Vous allez me dire la honte que l'avantage. Et c'est ça l'envers de la psychanalyse, très peu connue. Je vous réponds, vous remerciez ardent. Si vous ne le savez pas encore,
très étrange, comme on dit. C'était aimanté, une autre, vous le verrez buter à chaque phase du monde, vivre. C'est ça que découvre la psychanalyse. Avec un peu de sérieux, vous vous apercevrez que ce monde justifie de nous nourrir, c'est-à-dire de maintenir de toutes vos forces un discours du maître permanent. C'est le discours universel. Régalez-vous, je dirais, dire bien. Donc, dans cette disposition-là des discours, aujourd'hui, le monde est dominé par cette matrice-là et personne ne peut, comment dire, il n'y a pas de possibilité individuelle de contrarier la marche de ce discours-là. C'est pour ça que même si Macron s'avère quand même, on pense qu'on veut, hein, mais c'est vrai que quand on le voit, c'est quand même plus sympathique que voir la tronche de Hollande ou tous ces gens-là qui depuis 40 ans n'ont jamais rien fait de leur vie qu'être des salariés de l'État et qui, justement, en se plaçant du point de vue de cette position-là du S2, vont donner des prérogatives et des directives qui vont influer directement sur notre vie, hein, parce que évidemment quand vous devez faire des vaccins pour vos enfants et que vos enfants par exemple sont susceptibles de faire des accidents pathologiques, personne ne veut rien savoir puisque tout le monde va dans la cascade des responsabilités, puisque le savoir est censé être neutre. Donc il n'y a personne derrière, il n'y a plus de S1 puisqu'il n'y a plus de maître. Donc on vit vraiment dans une république d'esclaves, c'est-à-dire qu'en fait ce sont les esclaves qui ont pris le pouvoir et ce sont les esclaves qui dominent et régentent l'ensemble de notre monde. Voilà. C'est ça que je voulais dire aujourd'hui, même si c'est pas très, très long et très structuré, mais je voulais vous faire savoir que la conclusion à laquelle j'en étais arrivé, c'est que on s'imagine qu'on vit dans un monde où il y a des gens très puissants et très riches qui sont des maîtres et qui tiennent le monde et qui font des complots pour tenir le monde, etc. Alors que c'est absolument l'inverse. C'est parce que nous sommes dans une société d'esclaves ultra dominée par des esclaves que la société va aussi mal. Parce que justement, personne n'assume la responsabilité de sa parole, d'où il prend son pouvoir. C'est-à-dire en disant « je le dis et je vais assumer ce que je dis jusqu'au bout ». Voilà là où amène l'analyse. C'est-à-dire à la vérité que cette vérité ne prend pas son statut de la certitude, de l'exactitude d'un énoncé, mais des conséquences à venir pour celui qui l'énonce. Quand un analysant va dire quelque chose, il le dit, la parole a passé la barrière de ses dents, il est responsable de ce qu'il a dit, et il se l'entend dire, il ne peut plus faire comme s'il ne le savait pas. Donc aujourd'hui, la psychanalyse est plus subversive que jamais, parce que justement, son universel, c'est celui de la singularité radicale et absolue de chaque sujet. Et donc il n'y a pas de solution collective au malaise civilisationnel que nous traversons. Il n'y a qu'une solution subjective et radicale, et justement qui ne sera portée que par quelques-uns. C'est pour ça qu'on différencie bien sûr le côté universel de la psychanalyse du pour-tousisme. Hein. Aujourd'hui c'est pour tous, il y a tout pour tous. Mais pour tous ça ne veut rien dire, parce que c'est justement pas un universel. Pour qu'il y ait un universel, il faut qu'il y ait une singularité qui vient faire le point d'achoppement de cet universel. Et donc, jamais la psychanalyse n'a été plus subversive et plus contemporaine qu'aujourd'hui. Voilà. J'ai une question par rapport aux relations de subordination dans justement dans le discours capitaliste. Ce rapport-là, vu qu'il n'y a plus la flèche horizontale, n'existe plus.
Alors, dans le discours du capitaliste. Ah, dans le discours du capitaliste, non. Parce que, si tu veux, la flèche a été inversée vers le bas, là. Et donc, ça veut dire que le règlement de ce que je vous dis là, c'est que, au lieu de prendre nos dispositions du discours qui nous domine, le sujet s'imagine, lui, dominer le discours. C'est-à-dire, c'est lui qui donne son sens aux mots. Ce ne sont pas les mots qui vont le signifier et qui vont lui dire qui il est, selon la fameuse phrase de René Char, les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux, et ce qu'on découvre en analyse. C'est-à-dire que tu vas prononcer un mot, et d'un seul coup, ce mot va te dire quelque chose sur toi. Et ce en quoi la psychanalyse accepte cette relation puisque la logique du signifiant, c'est ça, cette logique de domination et de soumission qu'elle n'arrive pas ni à résoudre ni à éluder. Nous sommes dominés. Mais nous sommes dominés par les signifiants. Et donc nous pouvons jouer sur les signifiants. Nous ne sommes pas... tandis qu'avec le discours universitaire qui fonde justement les lois et toute la pratique dans laquelle on est, ce ne sont plus... ça a été évacué, bien sûr, cette dimension-là. Et donc, le sujet se retrouve dans une position du discours capitaliste, comme étant un sujet, comme toi et moi, un sujet divisé, mais la flèche, cette fois, elle part sur le signifiant 1, c'est-à-dire, c'est toi qui deviens auto-entrepreneur. Tu vois, là, la phrase, c'est « chacun sa start-up ». Donc, c'est toi qui vas donner ton sens aux mots et pas les mots qui vont donner ton sens. Et là, d'un seul coup, tu règles tous les problèmes, apparemment, puisque ça tourne en boucle. Alors que dans les autres discours, la chaîne signifiante prend c'est une paire orientée, elle prend son origine quelque part, mais ensuite, quand elle passe sous la barre, elle se libère. C'est-à-dire que tu ne peux pas revenir de là à là, et de là à là, et de là à là. Tandis qu'ici, en fait, hop, tu tournes en boucle. C'est-à-dire les flèches font que, justement, ça ne s'arrête plus, ça s'emballe, et donc ça se consume, comme dit Lacan, et jusqu'à ce que la terre elle-même soit consumée, ça ne s'arrêtera pas. Donc il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de solution pour les politiques collectives. C'est pour ça qu'on me demande, vous n'êtes pas engagé politiquement, etc. Mais je suis hyper engagé politiquement. C'est-à-dire que, justement, le faux engagement politique de Miller et de tous les gens qui vont choisir un candidat dans l'arène, je ne sais pas quoi, et même Zizek, là, quelque part, là, je suis obligé de me dissocier de sa position quand il dit qu'il faut voter Corbyn plutôt qu'un tel, ou que Miller dit qu'il faut voter un tel ou pas voter un tel, etc. Donc il considère que les semblants là constituent notre possibilité de réel. Alors que non, ce sont des semblants qui n'interfèrent pas directement avec le sujet. Donc la position de l'analyste, c'est de les rétablir en tant que semblants. Faites ce que vous voulez, mais sachez que votre vérité est ailleurs. Donc je ne peux pas m'engager puisque je ne peux pas m'engager pour le théâtre existant, puisque la vérité, elle va être que il s'agit de changer les coordonnées de la réalité. Donc je ne peux pas choisir quelqu'un dans la réalité déjà existante, puisque la révolution qui doit venir, elle doit passer par le fait que les coordonnées elles-mêmes de la réalité doivent être changées. Donc c'est ça la position véritablement politique. C'est purement politique, c'est purement citoyen, psychanalyste. Miller maintenant a inventé le psychanalyste citoyen, c'est celui qui vote contre Marine Le Pen. Il n'y a pas plus délirant que ça, excusez-moi, mais on ne peut pas être plus loin de Lacan que ça. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'enseignement de Lacan. Puisque pour l'enseignement de Lacan, justement, ce sont des semblants, et la vérité du sujet, ok, heureusement, le savoir ne peut jamais en venir à bout. Donc, va permettre, par le fait qu'il y ait de plus en plus de sujets qui assument la vérité, d'être divisés, donc qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Ça, c'était ce que Lacan voulait quand il disait il s'agit de créer des saints, de former de plus en plus de saints. Ce sont des saints pour lui.
ça, les psychanalystes. Donc ce sont des gens qui, une fois qu'ils sont assez nombreux et qui peuvent se retrouver entre soirs, comme il dit, et reconnaître un nœud bohémien dans le noir, font que la société va changer, puisque les coordonnées elles-mêmes de la société auront changé à ce moment-là. Donc ça, c'est le véritable rôle politique de la psychanalyse. Et c'est un rôle modeste, comme l'est la psychanalyse. Hein. Il se prend pas, Lacan ne se prenait pas pour un psychanalyste international. D'ailleurs, il s'est fait chasser de l'IPA. Donc, lui, c'était le psychanalyste de son quartier, pour lui. Hein. Et puis, c'est un psychanalyste avec un analysant. C'est pas une espèce de figure fantasmatique du psychanalyste qui aujourd'hui se prend pour un grand intellectuel. D'ailleurs, il a dit ce qu'il fallait sur les intellectuels de droite, comme les intellectuels de gauche, hein, qui en ont pris pour leur grade, quoi. Et donc, si vous voulez, c'est face à cette dérive-là, et par rapport à ce qui vient de se passer, que je voulais insister sur cet aspect orienté, là, du savoir, qui est toujours un savoir conditionné. Qu'on retrouve d'ailleurs chez Marx. Hein. Il y a toujours un élément de la chaîne de production qui va déterminer les autres éléments de la chaîne de production. Soit c'est là, aujourd'hui par exemple, dans le monde de la consommation, c'est la distribution qui commande. C'est la distribution qui va faire, justement, qui va dominer l'ensemble de la chaîne de production. Donc il y a toujours un élément qui commande. Voilà, il s'agit de voir où est cet élément qui commande. Cette idée de tourner la feuille de papier avec les points cardinaux fixes n'est absolument pas absurde en tant que tel. C'est même le principe en fait de la boussole. Mmh. Et pourquoi d'où ça vient et quelle est la difficulté que ça nous pose à nous? Ça vient de choses qu'on retrouve partout dans ce qui structure les représentations humaines, évidemment dans le langage, mais aussi dans les représentations imaginaires que sont la géométrie, etc. Oui, oui. C'est justement d'ailleurs pour ça que je fais les séminaires, en fait, c'est pour moi comme une séance d'analyse. En fait. Et c'est ce que faisait Lacan et recommandait de faire Lacan. Et d'ailleurs, pour bien comprendre Lacan, alors la plupart des gens se plaignent de ne pas comprendre Lacan, parce qu'ils vont chercher chez Lacan justement quelque chose qu'ils ont l'habitude de trouver dans les autres discours, et qui est en gros des recettes, c'est-à-dire qu'ils m'apprennent quelque chose, et qu'ils m'apprennent quelque chose de moi, en quelque sorte. Et là, c'est impossible, puisque lui, il s'inscrit radicalement contre ce qui le fait fulminer contre le discours universitaire, c'est ce qui lui fait dire, par exemple, je vous demande quand est-ce que vous arrêterez de cet emploi ordurier, c'est-à-dire philosophique de mes termes. Parce que l'originalité de son approche, justement, qui est d'un sujet qui s'adresse, en quelque sorte, et justement de la notion d'universel, c'est que la communication ne peut pas être. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'imaginer qu'on va transmettre des choses comme ça et qu'on peut en piquer dedans et puis sans changer la nature ni de celui qui l'a transmise ni de celui qui l'a reçue. Et donc à partir de là, son approche à lui, elle est faite de ruptures, de sortes de calembours et parce que c'est là où la communication est interrompue que la vérité peut survenir. Et donc la clé, et là c'est mon ami Ramsey, avec qui j'en ai discuté, qui m'a tout à l'heure donné son éclairage magnifique, c'est que commencer à lire Lacan et à entendre ce que dit Lacan, c'est se placer soi-même dans une écoute analytique. C'est-à-dire que quand j'écoute un analysant, je ne me mets pas dans la position de « il va m'apprendre quelque chose sur moi-même », mais je vais écouter ce que lui a à dire d'une certaine manière, et je l'écoute. Si j'écoute et si je lis Lacan de manière à ce qu'on pratique une écoute analytique, là je vais entendre ce qu'il a à dire lui, de lui-même, en quelque sorte. Et je vais récupérer l'universel où il parle de son sujet, là. Et là, ça devient très lisible et très facile à lire, Lacan. Puisque vous n'êtes plus dans la recherche de recettes, vous êtes dans l'écoute psychanalytique.
qu'est-ce qu'il est en train de dire de lui-même? Et vous allez découvrir tout ce que j'ai dit là, notamment sur le fait que ses propres ruptures, etc., parce qu'il se parle et il fait ses séminaires en tant qu'analysant, Lacan. Alors évidemment, il n'est pas au même niveau que la plupart des analysants. C'est pour ça que dans Encore, il dit « Je vous parle d'une position où je ne veux pas savoir. » Mais est-ce que mon « je ne veux pas savoir » est du même ordre que le vôtre? D'ici à ce qu'il soit du même ordre, il y a une paye, il dit. Bien sûr, il n'est pas dupe de ça, et il n'est pas complaisant non plus. Mais il n'est pas pour autant à se mettre ni dans une position de maître, et encore moins dans une position de professeur, de faculté, qui va donner des leçons aux autres, alors qu'il ne fait que répéter des choses qu'il a entendues, et donc il n'a aucune expérimentation, et dans laquelle son sujet n'est pas engagé en tant qu'énonciation. Donc voilà ce qui justement permet, grâce à tes précisions, aussi d'amener, c'est-à-dire la position du psychanalyste. Hein. C'est pour ça que Lacan, justement, il n'était pas à trôner en tribune tout le temps, à vouloir faire le chef d'une institution comme une mafia là, qui va quadriller son territoire. Lui, s'il avait écouté, il se mettait dans la salle pour écouter et puis il repartait. C'est tout. C'est la manière de mettre en scène, en quelque sorte, la parole en tant qu'elle est auto-adressée. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que je vais dire avant que je le dise. Et c'est l'entendant dire, ce qui me permet de faire des lapsus et de toucher justement ma vérité, qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose en moi. Et effectivement, alors là, c'est ce qu'il dit dans Encore, oui... le séminaire, il est essentiellement... C'est vraiment la pédagogie n'est pas là où on croit. Elle n'est pas dans le passage des contenus, d'apprendre ce que c'est la pulsion, le désir, etc. Chaque analyste doit réinventer ça par rapport à sa propre singularité. Mais la pédagogie, elle est justement dans l'ordre de l'exemple, puisque de toute façon, que ce soit en psychanalyse ou ailleurs, hein, on est chacun là bien placé pour le savoir, on n'apprend qu'à ses propres dépens et par l'exemple. Il n'y a pas d'autre manière d'apprendre que ça. Il faut le payer. Quand on ne veut pas payer, ça coûte beaucoup plus cher. Et c'est par l'exemple. C'est quand il y a quelqu'un qui le fait lui-même, alors, effectivement, j'apprends à le faire. Sinon, la plupart des gens qui parlent, là en ce moment, dans l'école où je suis, il y a des gens qui donnent des conseils en typographie. Ils n'ont aucune idée de la typographie. Mais ils s'imaginent qu'il suffit de dire des trucs comme ça, parce qu'ils ont l'habitude en tant qu'universitaires de raconter des choses qu'on leur a racontées sans eux-mêmes l'expérimenter, et donc ne pas être dans la vérité, puisque la vérité, c'est vraiment mettre en jeu les conséquences à venir dès que je dis la vérité. C'est-à-dire que imaginez que je risque ma vie à chaque fois que je dis la vérité. C'est qu'avant, justement, la parole du temps des provinciales de Pascal, tu risquais ta vie de dire la vérité. Mais aujourd'hui, on est très très loin de ça. Donc voilà, je voulais aborder ça parce que j'avais envie de le dire, mais je ne savais pas par quel biais le prendre, donc je pensais que c'était sur le discours universitaire qu'il fallait revenir un peu, parce qu'aujourd'hui c'est tellement ça, la déresponsabilisation radicale et le fait qu'il n'y ait plus personne, et que justement c'est la vérité qui est oubliée. De toute façon, c'est le destin de la vérité de s'oublier. Hein. C'est la vérité, comme dit Heidegger, elle est aletheia, elle est toujours cachée. Il faut la sortir de l'oubli. Et en fait, c'est notre devoir de spéléologue là, de la vérité, d'aller chercher notre vérité dans notre désir. Et ça, c'est la véritable dimension politique en fait de la psychanalyse, qui n'est pas de souscrire à des pseudo-options en place où on remplace des esclaves qui se prennent pour des maîtres par d'autres esclaves qui se prennent pour des maîtres et qui font croire qu'ils ont des solutions au problème, alors qu'il n'y a pas de solution au problème, puisque, comme dit Duchamp, il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas de problème. Parce que problème, ça veut dire poser les choses, les dire. Si tu les dis correctement, il y a une auto-résolution. Hein, Marx aussi le reprend, ça, il dit que la formulation juste d'une question constitue déjà sa réponse.
Oui, donc c'est pour ça que Lacan, lui, il veillait à sa propre incommunicabilité. Je ne dis pas intransmissibilité, mais incommunicabilité. Parce que sinon, dès que les énoncés lacaniens sont repris dans le discours universitaire et aplatis, là j'ai vu Miller, il prend les énoncés les plus contraires à ce qu'il fait et il se les approprie. Par exemple, ça c'est vraiment le paradoxe des paradoxes, c'est vraiment très drôle. C'est dans Télévision, c'est là où on voit que Miller n'a absolument pas changé. Il est resté strictement le même, prof de l'ENS interviewant Lacan à Télévision. Donc le normalien type. Et donc il dit oui, mais quand même, les psychologues, tout ça, ils scoltinent la misère du monde, etc. Et Lacan lui répond, se coltiner la misère, c'est se mettre dans le discours qui la fonde, ne serait-ce qu'au titre d'y protester. Et en fait, il montre justement toute cette ambivalence des gens qui se réclament de se coltiner la misère, etc. C'est parce que justement, ils savent qu'ils ne font rien, en quelque sorte. Exactement. Miller, là, il vient de récupérer ça, alors que lui se met strictement dans cette position-là de dénoncer le Front National, de créer le psychanalyse citoyen, etc., en dénonçant le Front National, en enfonçant les portes ouvertes et en faisant une publicité monstrueuse au Front National. Comme Libération, qui fait sa une avec les Le Pen, ça. Tout le monde fait de la publicité parce que c'est de la jouissance pure, ça. C'est-à-dire, c'est voilà ceux qu'on adore haïr. Et donc, on les fait monter parce que ça fait vibrer, ça crée quelque chose. Pouvoir haïr comme ça, gratuitement, sans que ça coûte rien, parce que ça va pas loin non plus. Tu haïs devant ton petit écran, là, comme ça, dans ton impuissance. Mais... Même publiquement, ça coûte pas très cher derrière le Front National. On rencontre pas beaucoup de gens en face de soi. Voilà. Mais quand tu es vraiment le Front National, tu vas voir les mecs du GUD comme ça et tu te dis, viens, je vais t'éclater ta tronche de nazi. Là, au moins, tu vois, tu vas vivre une expérience. C'est comme Sailor et Lula. À la fin de Sailor et Lula, là, Sailor, quand il dit... Alors, vous avez un problème, bande d'enculés. Voilà. Là, tu sais que tu vas vivre une expérience. Tu portes ta parole, là. Tu es dans la vérité. Là. Tu risques de trouver une vérité. Sinon, il n'y a rien. C'est juste de la jouissance. C'est pour ça que je pense que quand Lacan disait il ne se passera pas 10 ans avant que ce que je dis ne soit clair pour tout le monde dit il s'est trompé, il avait été bien optimiste, mais je pense qu'il ne s'est pas tellement trompé que ça, que c'était pas tellement de l'optimisme, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'il se disait, comme tout les discours, dans 10 ans, ça va être récupéré, normalisé dans le... C'est ce qu'il craignait avec le discours universitaire. Évidemment. Et je pense que c'était plus un fataliste à ce moment-là qui disait ça, que les gens entendent habituellement en disant tout le monde va comprendre ce que je dis. Enfin, justement, si tout le monde se met à comprendre, c'est que tout le monde sera passé à côté. Et je pense qu'il était finalement assez pessimiste de ce point de vue-là, et qu'il s'est finalement relativement trompé, parce que ça reste quand même très obscur et ça interroge et ça interpelle et ça fait l'objet de débats. Non, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a réussi à faire ce qu'il fallait faire. Et je pense qu'il n'en était pas sûr parce qu'il se désolait de voir de plus en plus de monde et toute la mondanité parisienne arriver à son séminaire, et quand il disait ça, je pense qu'il était en train de se dire en fait j'ai foiré. Voilà. Pourquoi il y a tous ces gens qui viennent?